Quelque chose de grave s'est produit sous nos yeux. En une seule nuit, Donald Trump a publié des dizaines, puis des centaines de messages, sans pause, sans filtre. Il accuse Barack Obama de trahison. Il affirme que l'élection de 2020 a été volée. Il évoque la CIA, la Chine, des outils appelés Hammer et Scorecard. Ce ne sont pas des rumeurs, ce sont des messages publics, visibles, écrits noir sur blanc. Et pendant que cette avalanche se déroule en ligne, des agents fédéraux se rendent physiquement au bureau électoral du comté de Fulton. Des camions, des boîtes de bulletins de vote de 2020. Le FBI confirme une activité autorisée par la justice, mais refuse d'en dire plus. Voilà la contradiction centrale. Un discours officiel qui parle d'ordre et de loi. Et, en parallèle, une escalade verbale et institutionnelle qui touche directement au cœur du système électoral. Pourquoi est-ce que ça vous concerne? Parce qu'à partir du moment où ces lignes sont franchies, ce qui était impensable hier devient soudain possible demain. Et c'est là que l'histoire commence vraiment. Voulez-vous que je continue vers la suite? Les faits sont là, visibles, archivés, filmés. Ce que cela suggère est plus troublant. Quand le chef de l'exécutif publie en rafale et qu'une opération fédérale touche le cœur d'un système électoral déjà contesté, ce n'est plus seulement une polémique politique. Cela touche directement la confiance que vous accordez aux règles du jeu. Et la vraie question n'est pas ce qui s'est passé hier soir, mais jusqu'où cette dynamique peut aller. Voulez-vous que je continue vers la suite? Ce qui s'est passé n'est pas un incident isolé, et c'est précisément là que beaucoup se trompent. Les messages nocturnes, l'opération fédérale à Fulton County, les accusations répétées sur l'élection de 2020 ne doivent pas être regardés séparément. Ensemble, ils forment un schéma. Officiellement, l'histoire racontée est simple. Il s'agirait de vérifier, d'enquêter, de faire la lumière. Mais dans les faits, seuls certains éléments sont mis en avant, et toujours dans le même ordre. D'abord, une accusation massive et publique. Ensuite, une action spectaculaire. Enfin, le silence sur les détails clés. Regardez bien ce qui manque. Aucune preuve nouvelle rendue publique. Aucun résultat présenté. Juste des affirmations répétées, amplifiées, puis une démonstration de force visible. Et c'est là que la question se retourne vers vous. Quand un dirigeant affirme que le système est corrompu tout en utilisant ce même système pour agir, est-ce une recherche de vérité ou une préparation psychologique? Parce que ce type de séquence n'a pas pour but de convaincre tout le monde. Il suffit qu'elle installe le doute encore et encore. Et maintenant, observez ce qui vient appuyer cette mécanique. Voulez-vous que je continue vers la suite? L'affirmation centrale est lourde et elle est répétée sans relâche. L'élection de 2020 aurait été truquée. Mais cette fois, elle ne reste pas cantonnée aux mots. Dans ses publications, Donald Trump écrit que la CIA a développé des outils comme Hammer et Scorecard, que la Chine a coordonné l'opération et que tout aurait été couvert pour installer Biden comme une marionnette. Ce sont ses propres termes, publiés publiquement, pas des citations sorties de leur contexte, puis vient le geste concret. Selon les informations rapportées sur place, des agents du FBI arrivent au centre électoral du comté de Fulton avec des camions pour récupérer les bulletins de vote de 2020. Un journaliste confirme que le FBI parle d'une activité autorisée par la justice, mais refuse tout commentaire supplémentaire. Et le responsable local explique quelque chose de crucial. Ils ne savent pas où les bulletins sont emmenés, ni ce qu'il va leur arriver sous garde fédérale. Mais voici le détail que beaucoup ratent. Malgré ces accusations répétées, tous les tribunaux fédéraux ont déjà rejeté les contestations de cette élection. Aucune décision contraire, aucun renversement. Alors pourquoi agir maintenant et de cette manière? Et surtout, pourquoi ce silence sur ce qui sera fait ensuite? C'est là que la pression monte. Voulez-vous que je continue vers la suite? L'intensité monte encore d'un cran. Ce n'est plus simplement une question d'accusation, mais de mise en scène d'une guerre à grande échelle. Hier, un autre chapitre a été ajouté. Donald Trump a envoyé Dr. Oz en Californie pour attaquer une autre communauté, cette fois-ci les Arméniens. Dr. Oz n'a pas hésité à déclarer, dans un langage ouvertement raciste, que des mafias russes arméniennes étaient responsables de fraudes électorales.
Cette accusation tombe, encore une fois, sans aucune preuve tangible, mais elle frappe fort dans une communauté déjà fragilisée par des siècles d'histoire de persécution. Ce genre de discours n'est pas accidentel. C'est une répétition d'un jeu politique bien rodé. Vous vous souvenez des attaques contre la communauté somalienne? C'est le même modèle. D'abord, une attaque raciale de grande ampleur, puis une propagation rapide sur les réseaux sociaux où ces accusations prennent racine dans les esprits. Maintenant, l'histoire se déplace vers les Arméniens. Demain, ce pourrait être vous. Le jeu est simple. Créer une division systématique, créer des ennemis internes. Et ça ne s'arrête pas là. Si ces manœuvres sont permises, si elles ne rencontrent pas de résistance suffisamment forte, la normalisation de la haine devient une réalité de tous les jours. Et c'est ce qui est le plus dangereux. Mais avez-vous remarqué ce détail subtil mais choquant? Trump, en dépit de tout ce qu'il critique, affiche une photo de Vladimir Poutine juste au-dessus de celle de son petit-fils. C'est un message clair, un message que personne ne veut entendre, mais qu'il est impossible de ne pas voir. Voulez-vous que je continue vers la suite? Cela devient de plus en plus tendu. Mais là où l'histoire prend un tournant inquiétant, c'est dans la manière dont Trump utilise la machine d'État pour valider ses théories. Le raid à Fulton County est un exemple parfait. Le FBI, agissant sous l'autorité du gouvernement, se retrouve impliqué dans une opération qui pourrait être interprétée comme une tentative de réécrire l'histoire électorale. Ce n'est pas seulement une question de fraude, c'est une question de pouvoir et de contrôle. Si une élection peut être réécrite en public, que se passera-t-il lorsque Trump reviendra au pouvoir? Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que ce n'est pas un cas isolé. À chaque accusation, chaque raid, chaque message sur les réseaux sociaux, le message est clair. Les institutions doivent être remises en question. Non pas pour être réparées, mais pour être démantelées. Ce qui semblait impensable devient de plus en plus probable. Et à chaque action, la frontière entre la réalité et la fiction devient plus floue. Le prochain coup est déjà en préparation, mais quel sera le rôle de l'opposition face à une telle montée en puissance? Et encore une fois, voici le point clé. Trump est en train de polariser une société déjà divisée. Les chiffres le montrent. Dans une récente étude, Trump a perdu plus de 20 points parmi la communauté latino, principalement à cause de ses politiques d'immigration. Ce ne sont pas des chiffres insignifiants, ce sont des votes qui se transforment en colère et en résistance. Mais quel sera l'effet de cette fracture dans les urnes? Voulez-vous que je continue vers la suite? Les preuves sont là, mais elles révèlent bien plus qu'une simple bataille électorale. Elles dépeignent une tentative systématique de transformer une nation en un terrain de jeu où la vérité, les lois et la démocratie deviennent des instruments flexibles entre les mains d'un pouvoir incontrôlé. Mais derrière ces manœuvres, il y a une dynamique bien plus inquiétante, la radicalisation des partis et des individus. À mesure que les actions de Trump se radicalisent, les soutiens deviennent plus nombreux, mais aussi plus extrêmes. Cela nous amène à une question de fond. Quelle sera la trajectoire de ce pays si cette escalade continue? La réponse semble se dessiner en deux directions possibles. D'un côté, on pourrait assister à un renforcement du pouvoir de l'État où les actions de Trump se légitiment à travers une série d'événements marquants. De l'autre côté, il y a un contre-coup possible, une résistance qui, bien que fragmentée, pourrait se regrouper pour contester cette montée autoritaire. Et c'est là que l'incertitude entre en jeu, parce qu'il est difficile de dire ce qui va se passer dans les mois à venir. L'un des pires scénarios pour l'establishment politique, c'est que les accusations de fraude électorale, bien que non prouvées, créent une illusion de légitimité dans l'esprit des électeurs. Ce qui reste de la résistance pourrait ne pas suffire à contrer cette montée en puissance. Ce qui se profile aujourd'hui pourrait bien être une véritable réécriture des règles politiques. Mais tout cela dépendra de la manière dont les citoyens réagiront. Est-ce qu'ils accepteront ce nouvel ordre ou verront-ils en lui une menace directe à leur liberté? La réponse, comme toujours, dépendra de la vitesse à laquelle ces événements se dérouleront. Voulez-vous que je continue vers la suite? Ce qui est indéniable, c'est que ce qui se passe actuellement est bien plus qu'un simple dérapage. C'est la mise en place d'une stratégie qui se déroule sous nos yeux, mais à une vitesse telle que beaucoup n'ont même pas encore réalisé son ampleur. Trump
au centre de tout cela, n'est pas seulement en guerre contre un adversaire politique, mais contre un système qu'il semble déterminé à déstabiliser de l'intérieur. Et il n'est pas seul dans cette bataille. Là où la situation devient réellement menaçante, c'est dans l'utilisation de la violence institutionnelle pour atteindre des objectifs politiques. Le recours à des tactiques paramilitaires et des raids ciblés est déjà un signe avant-coureur de ce qui pourrait arriver si la situation n'est pas maîtrisée. Mais l'élément qui fait toute la différence est l'absence de toute forme de résistance concrète face à cette dérive. Où sont les voix fortes qui devraient contester ces actions? Où est la ligne rouge qui ne doit pas être franchie? Tout semble suspendu dans un espace incertain. Au final, l'une des vérités que cette crise révèle est que la confiance dans les institutions n'est pas quelque chose de garanti. Elle peut se dissiper très vite, comme une brume qui se dissipe au vent. Si les événements continuent sur cette trajectoire, alors la notion de démocratie, telle que nous la connaissions, sera remise en question. Ce qui est en jeu n'est pas simplement la victoire électorale de l'un ou l'autre, mais la préservation des principes fondamentaux sur lesquels reposent nos sociétés. Pourtant, il reste une question primordiale. Que se passera-t-il si cette dynamique prend le dessus et devient la norme? Est-ce que nous assisterons à une victoire pour ceux qui croient en la démocratie? Ou verrons-nous une chute vers une forme de gouvernement plus autoritaire, plus contrôlé, mais légitimé par une large portion de la population? La réponse n'est pas encore écrite, mais chaque action qui suit la précédente rapproche un peu plus de cette réponse. Ce n'est pas fini. Si vous voulez en savoir plus sur ce qui se profile à l'horizon, abonnez-vous pour des analyses continues. Les prochains mois pourraient être décisifs.